Je crois que je voulais être généalogiste. C'était une passion que j'avais, parce que tout de suite, je me retrouve avec des gens dont les parents ne font pas le même métier, avec une ouverture culturelle différente. Donc tout de suite, je me rends compte qu'il y a une différence. Mais je me dis aussi, ok, peut-être qu'il faut, je sais pas, parmi métis, me copier, prendre le meilleur de ce qu'ils ont pour essayer de faire pareil. Après, je vois qu'on va faire de la géopolitique, de la philosophie, culture générale, anglais, langue étrangère, français, etc. Voilà. Et donc je me suis dit, ça me tente. Je pense que le soutien de la famille à ce moment-là, le soutien moral est hyper important, parce que comme je dis, en fait, on a des profs qui généralement pensent que pour nous booster, parce qu'ils sont dans une logique d'amélioration continue pour nous pousser dans nos retranchements, etc., peuvent avoir des mots qui sont parfois très durs. Et je pense que psychologiquement, c'est assez compliqué si on n'est pas bien entouré. Des codes en fait qui étaient vraiment pas les mêmes. Pour le décalage au niveau scolaire, parce que pareil aussi pour les notes, ça a été la dégringolade, ça a été très compliqué. Tout simplement, je me suis accrochée. Moi, j'ai envie de décompresser à ce moment-là. On m'a dit qu'à la fac on faisait rien, que j'allais faire la fête. En fait, pas du tout. Je rencontre des gens qui me disent ah non, là on doit tout donner pour nos dossiers. Un salarié d'une entreprise qui va te parler d'une opportunité, qui va peut-être aider à rentrer dans l'entreprise. Donc faut pas forcément viser le PDG ou la PDG ou le RH. Et se construire un cocon en fait. Sincèrement, dans mon entourage, je m'entoure que de personnes que je trouve bienveillantes, tout simplement gentilles et humaines. Et ça pour moi c'est hyper important. Et après forcément, on se donne beaucoup entre nous, on s'aide. Moi tu me parles pas d'âge. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de l'émission Me parle pas d'âge. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Maureen et Luc. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet, donc je te laisse commencer, Luc. Ok, déjà j'ai une première question à te poser. Quelle était ton ambition à 16 ans? Mon ambition à 16 ans, je crois que je voulais être généalogiste. C'était une passion que j'avais. Et donc je me souviens, je m'étais renseignée, j'avais vu qu'en fait on pouvait être généalogiste, donc c'est-à-dire étudier un peu le droit et après être sollicité par des notaires ou autres. Et puis rapidement j'avais vu que la licence, il y avait une licence dans le sud et qu'il y avait très très peu de débouchés, donc tout de suite j'ai abandonné. Okay. Et voilà. Et maintenant qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, actuellement, je travaille au ministère de l'économie et des finances. Donc, je travaille dans l'une de leurs directions, qui est la direction générale du Trésor. C'est la direction qui conseille et oriente les grandes décisions économiques du pays. Et moi, au sein de cette organisation, je suis dans leur secrétariat général de cette direction. Et je m'occupe des sujets d'innovation pour les agents du ministère en interne. Donc, monter des projets, accompagner la modernisation, la transformation de la direction. Okay. Donc là, on va passer à un format un peu type combini. Okay. Donc tu réponds juste la réponse que tu préfères. Donc par exemple, tu préfères plutôt café ou thé? Moi, plutôt café. Ok. Direct. Ok. Et t'es plutôt basketball ou football? Football. Ok. Et tu préfères plutôt Kylian Mbappé ou Griezmann? Ah, Kylian Mbappé. Ok. Tu es plutôt Bretagne ou Corse? J'ai la chance de faire les deux, je dirais Corse. Ok. Et tu es plutôt Grande-Bretagne ou États-Unis? États-Unis, ça me fait plus rêver, ouais. Okay. Et tu préfères plutôt des sushis ou des nems? Sushi. Ok. Parfait. Bah là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as expliqué, justement, à Luc que finalement, ce que tu avais comme ambition à 16 ans, c'était pas forcément ce que tu fais actuellement. Et la question que j'ai, c'est finalement, à 16 ans, si on revient encore à tes débuts, où tu étais, où tu as grandi, quel était ton lycée, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de ton parcours professionnel? Oui. Donc, oui, à 16 ans, donc je crois que je suis en seconde. Et moi, j'ai grandi en Picardie, dans l'Oise, dans une petite ville entre Creil et Beauvais qui s'appelle Mouy. Et donc, j'ai été dans mon lycée de secteur qui était un lycée à Clermont-de-Loise. Et j'ai intégré la section européenne. En fait, j'avais entendu au collège que si on était bon scolairement parlant et qu'on avait envie d'essayer de faire des études, c'était bien de s'inscrire dans cette filière. Alors qu'en vrai, mon anglais est assez compliqué, même l'accent et tout. Mais voilà, je me suis inscrite en seconde générale, donc classe européenne, ce qui faisait que j'avais des cours d'histoire en anglais. Et donc voilà, je me suis retrouvée du coup avec tous les autres élèves
qui avaient choisi cette option aussi des collèges alentours. Okay. Et ensuite, j'ai fait une première et une terminale S, un peu au hasard, vraiment simplement en copiant mes camarades de classe. Un beau jour, on nous passe un papier, alors première S, ES, qu'est-ce qui t'intéresse? Et en réalité, quand on sait pas trop, on copie les autres. Ouais, donc t'avais une volonté d'être une bonne élève, donc tu t'es dit section européenne pour être avec des bons élèves. Et aussi le fait de faire S, qui était la filière la plus valorisée dans l'enseignement au lycée. Alors même que j'avais des difficultés en physique-chimie, les matières scientifiques, c'était pas vraiment mon fort non plus. Et pourtant, voilà, c'est ce que je me suis dit. En fait, vraiment, on entend que les profs nous disent ça. Et comme je savais pas vraiment non plus ce que je voulais faire, j'avais vite abandonné ce rêve d'être généalogiste ou autre. J'avais aussi un peu, pendant un temps, peut-être j'avais pensé à l'armée, mais comme j'avais des problèmes de santé, c'était pas possible. Du coup, je me suis dit, mais je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire des études. Donc, je me suis dit, ok, section européenne, bac S, quitte à finalement pas forcément performer, en fait. Mais, une meilleure voie pour te donner les meilleures chances, en gros. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu avais des parents ou des frères et sœurs qui pouvaient justement être des modèles de réussite par l'école? Alors, des modèles de réussite, oui. Par l'école, pas forcément. Moi, mes parents ont arrêté l'école à 15 ans, je crois. Les deux. Mon père a fait un BEP en boucherie. Et ma mère, malheureusement, je crois qu'elle a juste son certificat d'études et ensuite elle a dû aller travailler à l'usine. Et j'ai mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Qui lui, en fait, à l'époque où moi je rentre au lycée, il est en licence langue étrangère. Et il voyage pas mal, il a envie de voyager. Il se cherche un peu. Il a aussi fait un bac S, sans trop savoir pourquoi. Et à ce moment-là, il est en licence de langue. C'est vrai que sa vie me fait un peu envie d'entendre qu'il va dans des pays, etc., qu'il voyage, qu'il rencontre du monde. Mais à ce moment-là, en fait, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est intéressant. Et donc, est-ce que c'est grâce à ton grand frère que tu t'es dit que finalement faire des études supérieures, c'est possible et c'est une option? Ou c'est vraiment de toi-même, en observant autour de toi, en entendant les gens parler, que tu t'es dit, en tout cas, c'est logique de faire des études supérieures? Plutôt la deuxième option, parce que au moment où j'arrive au lycée, mon frère, en fait, il habite plus forcément avec nous. J'ai ma sœur, j'ai deux autres sœurs et en fait, j'ai deux frères et deux sœurs. Et à ce moment-là, l'école, c'est pas trop, ils se projettent pas forcément dedans dans leurs études. Donc c'est vraiment plutôt par mimétisme des camarades de classe, parce que tout de suite on voit, je me retrouve avec des gens dont les parents ne font pas le même métier, avec une ouverture culturelle différente. Donc tout de suite je me rends compte qu'il y a une différence, mais je me dis aussi ok, peut-être qu'il faut je sais pas, par mimétisme copier, prendre le meilleur de ce qu'ils ont pour essayer de faire pareil. C'est hyper intéressant parce que justement, souvent on dit que l'entourage, ça a un impact un peu sur nos perspectives. Et c'est vrai que si dans notre entourage, personne voit les études comme une option, peut-être que tu aurais eu un parcours différent. Et là, le fait de pouvoir au moins voir que chez d'autres, leurs parents sont passés par les études et même eux-mêmes envisagent faire des études, peut-être que ça a pu effectivement c'est ça. Influencer. En fait, je dirais pas qu'ils étaient contre le fait que je fasse des études, mais c'est juste que quand on ne connaît pas quelque chose, forcément, on le valorise pas trop. Et donc voilà, je savais que j'avais pas envie de directement travailler après le baccalauréat, donc je me suis dit ok, il faut que je regarde ce qui se passe autour de moi. Et comme je pense qu'il m'a aidé, c'est la curiosité. Il faut être curieux. J'ai vraiment regardé un peu, et tes parents ils font quoi? Et comme ça nous aide aussi à trouver. Et justement, après le baccalauréat, t'as décidé de t'orienter vers quoi? Alors après le baccalauréat, donc finalement j'arrive en terminale S. Les matières scientifiques sont pas forcément mon fort. J'aime par contre beaucoup les maths. Et je me dis ok, que faire pour garder quand même des matières généralistes. Et pareil, encore une fois, par les gens de ma classe, par les profs, j'entends parler des classes préparatoires, notamment les classes préparatoires aux grandes écoles. Et où en fait je regarde les matières et je vois qu'on va faire de la géopolitique, de la philosophie, culture générale, anglais, langue étrangère, des matières français, qui plaisaient, etc. Voilà, et donc je me suis dit ça me tente. Et après tout de suite je me dis ok, ça me tente, il faut que je regarde où c'est. Je sais qu'il y avait une prépa pas très loin de chez moi, enfin quand même à 1h30 en train. Et sinon c'était Paris.
Au début, premier frein, on se dit Paris, c'est impossible, ça va être trop cher, ça va être trop compliqué. En vrai, je n'y suis jamais allée alors que j'habite à 45 minutes en train. Comment je vais faire ? Et finalement, je découvre qu'il y a des options avec des internats. Et là, je me dis, prépa, internat, ça coûte pas très cher. L'avantage aussi des prépas, c'est que c'est les prépas publics, c'est gratuit. Et voilà, parce que j'avais envie de garder un cursus assez généraliste. Et du coup, quelle prépa et pourquoi cette prépa-là en particulier ? Alors, lycée Chaptal à Paris. Pourquoi cette prépa ? Parce que j'avais regardé les bonnes prépas parisiennes. Je crois que j'avais quand même pas postulé à tout ce qui était pour le coup Henri IV, etc. Je pensais que j'avais vraiment pas le niveau. J'étais déjà pas la meilleure dans ma classe. Tu t'es censurée donc. Ouais, je pense que je me suis censurée. Et après j'ai fait le tri. Une fois que j'ai regardé toutes les prépas à Paris qui m'intéressaient, j'ai mis et aussi à Lille un peu et à Amiens, j'ai éliminé toutes celles qui n'avaient pas d'internat ou de possibilité de logement. Ça a été directement fait comme ça. Il en restait 2-3 et ensuite j'ai été acceptée à prépa Chaptal. Et comment ça s'est passé ces 2 ans ? Quel souvenir tu gardes de ces 2 ans de prépa à Chaptal ? Généralement, on dit que la prépa, c'est un cursus qui est très exigeant et c'est vrai. On travaille, par comparaison au lycée, en fait, on travaille 2 fois plus, j'ai l'impression, qu'au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, on a déjà des journées denses et le soir, il faut quand même travailler. Mais on travaille un peu en autonomie. Et là, en fait, en prépa, une fois que notre journée est finie, on a en plus ce qu'on appelle des cols, ça veut dire des oraux, où on va être testé sur les notions qu'on a vues la semaine passée. Et après, une fois qu'on a fini ça, on a à peine le temps de souffler qu'il faut en fait travailler les cours de demain, préparer les autres cols qu'on va avoir le lendemain. Et bien sûr, moi, j'avais des DS le samedi, parfois de 4 heures. Donc, les souvenirs que j'en garde... Donc ça, c'est pour le côté un peu travail, les aspects tout de suite qui m'avaient un peu choqué par rapport au lycée, qui m'avaient marqué par rapport au lycée. Sinon, j'en garde évidemment des grandes amitiés. Aujourd'hui, mes meilleurs amis, la plupart viennent de ma classe prépa et même de l'internat parce que forcément on a noué des liens hyper solides. J'en garde aussi le bonheur d'être face à des professeurs qui sont très investis. Parfois même plus que nous-mêmes, qui croient en nous, parfois même plus que nous-mêmes, dans l'enseignement qu'ils nous donnent. Ça, c'était hyper valorisant aussi. Une ouverture d'esprit, des belles rencontres, une culture générale aussi parce qu'on avait plein de matières différentes, une capacité à tolérer et à exiger des grandes capacités du travail. Et par contre aussi, j'ai un peu fait une sorte d'amnésie sur tous les moments où je pleurais énormément parce que c'était dur, parce qu'on m'a dit des choses très dures, on m'a dit que je ne savais pas compter, on m'a dit que je savais pas bien parler français, on m'a dit que je savais pas écrire le français, on m'a dit des choses qui aujourd'hui parfois résonnent encore en moi. Donc finalement, quand j'y repense, c'est quand même 50-50 sur l'aspect humain. Cette balance entre... C'est quand même balancé, Okay. Et si c'était à refaire, tu le referais ou tu opterais pour un choix différent plutôt? Je sais pas si je le referais honnêtement, sachant que l'objectif de ces 2 ans, c'est quand même d'accéder à des grandes écoles. Et en fait, quand on a les bonnes informations, on se rend compte qu'il y a tellement d'autres moyens d'arriver dans des grandes écoles si c'est autre que la voie royale. Autre que faire une prépa et entre guillemets beaucoup travailler. Voilà, 50-50 quand même. Okay. Et justement, comment t'as vécu un peu ce changement d'environnement, parce que donc tu n'étais pas en Île-de-France et t'es arrivé directement dans un environnement un peu quand même élitiste, avec des réalités peut-être différentes. Comment tu l'as vécu ce changement d'environnement? Honnêtement, ça a été quand même compliqué. Et je pense que le soutien de la famille à ce moment-là, le soutien moral est hyper important, parce que comme je dis, en fait, on a des profs qui généralement pensent que pour nous booster, c'est aussi et parce que ils sont dans une logique d'amélioration continue pour nous pousser dans nos retranchements, etc. peuvent avoir des mots qui sont parfois très durs. Et je pense que psychologiquement, c'est assez compliqué si on n'est pas bien entouré, si aussi on a une famille qui n'a pas forcément, qui n'a aucune connaissance de ce qu'est une classe préparatoire, ça peut être compliqué. Donc tout de suite je me rends compte que ça va être compliqué, au plan sur le plan psychologique. Et par contre, grande différence aussi d'un point de vue culturel.
références culturelles, etc. Quand on est à la campagne, on n'a pas forcément la possibilité d'aller au cinéma comme on veut. Le théâtre, n'en parlons pas. C'est avec la sortie scolaire du prof qui va bien vouloir prendre du temps pour organiser ça en plus, etc. Ou alors avec les MJC. Sinon, et voilà. Et en fait, on se retrouve avec des élèves qui viennent, moi c'est ce que j'ai ressenti venant d'un milieu plutôt rural, avec de banlieue ou alors de Paris directement, qui ont accès en fait à cette culture. Voilà, c'est servi sur un plateau. Après, je suis bien consciente que tout le monde n'y va pas ou ne considère que c'est pas à leur place. Mais en tout cas, voilà, il y avait des références, un décalage qui était des codes en fait qui étaient vraiment pas les mêmes. Et du coup, comment t'as pu t'adapter à cela? Comment t'as géré ça, tout simplement ce décalage que t'avais au début? Et est-ce que finalement t'as réussi à t'en extraire, on va dire? Alors pour le décalage au niveau scolaire, parce que pareil aussi pour les notes, ça a été la dégringolade, ça a été très compliqué. Tout simplement, je me suis accrochée, j'ai travaillé en équipe, en groupe, ça aide beaucoup. Parce que finalement, parfois le prof nous donne une information, on la note, on comprend pas forcément, et c'est en s'aidant, en discutant avec les autres, notamment ceux qui étaient dans l'internat, on s'est beaucoup soutenu, et donc ça nous permet en fait de réaborder le cours d'une manière différente, et pas juste en relisant ce qu'on a entendu, ce qu'on a copié. Ça c'est pour les cours, donc je dirais vraiment s'entourer des autres, multiplier les sources d'apprentissage, pas seulement écouter et noter. Et par contre, ce qui m'a aidé aussi, comment j'ai fait, c'est que sincèrement, j'ai été, je pense, assez curieuse, sociable, etc. Je me suis intéressée aux autres parce que je rencontre aussi des autres personnes qui sont très différentes de moi et qui finalement, notamment celles qui étaient dans mon internat, ont des réalités très proches de la mienne. Parents ouvriers ou alors descendants d'immigrés, etc. Parents qui n'ont pas pu, donc qui donnent la possibilité à leurs enfants de. Donc finalement, on se retrouvait avec beaucoup plus de points communs que ce que je pensais, et on pouvait se soutenir, partager aussi nos différences, et c'était vraiment chouette. Et c'est là aussi que j'ai rencontré, que j'ai entendu parler par une camarade de l'association Article 1, qui est une association d'égalité des chances qui permet aux jeunes en fait aux jeunes boursiers, donc comme je l'étais, de bénéficier d'un mentor et donc de conseils extérieurs et aussi de sorties culturelles gratuites, mais aussi de stages de soutien scolaire, etc. Enfin, tout plein de choses. Et donc, dès que je suis rentrée dans ce réseau, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'était trop chouette parce que j'ai rencontré des gens aussi qui faisaient d'autres études que la prépa, et ça faisait aussi du bien d'entendre parler d'autres choses. Du coup, tu as entendu parler de Article 1 en première année ou deuxième année? En première année, donc ça fait quelques mois que je suis dans la prépa, et je parle un peu de mon parcours à ma coloc d'internat, qui me dit, mais moi j'ai été accompagnée par Télémac, qui est une association qui aide les jeunes jusqu'au lycée, les jeunes qui travaillent bien à l'école, etc. Elle me dit, et ensuite ils nous ont parlé de l'association Article 1. Article 1 comme le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, elle me dit, je pense que tu as le profil pour postuler à cette association-là. Et donc, je postule. Et effectivement, je suis rappelée et je suis mise en relation avec une mentor qu'aujourd'hui, je vois toujours, qui s'appelle Karine, et qui va tout de suite, en fait, juste me dire, je suis passée par là. Elle avait fait une prépa ECS aussi, comme moi, et elle avait intégré une grande école, et c'était ce que je visais en tout cas à l'époque. Et donc tout de suite d'avoir quelqu'un qui comprend en fait sans même besoin d'avoir à justifier ou à expliquer, ça faisait beaucoup de bien. C'est hyper intéressant. Et en plus c'est vrai qu'à l'époque Article 1 c'était différent au niveau du fonctionnement, il fallait candidater, on avait un appel parfois, et c'est vrai qu'ils regardaient beaucoup aussi le parcours qu'on avait. C'est ça, il fallait c'était quand même basé sur la mention au bac, il fallait avoir mention bien ou très bien. Donc quand même quelque chose d'assez élitiste dans le sens égalité des chances, mais égalité des chances avec du recul pour ceux qui déjà ont des bons résultats scolaires et tout. Ils interrogeaient pas forcément le fait qu'on peut, qu'il y a d'autres formes d'intelligence que juste celle de bien savoir restituer ses connaissances à l'écrit. Voilà. Et un peu pour résumer un peu pour les auditeurs, c'est que ce que je vois chez toi, c'est qu'il y a toujours eu cette curiosité, parce que même au lycée, tu disais
que t'étais curieuse, que t'allais chercher des informations, et que pareil en classe préparatoire, c'est un peu ta curiosité et ton ouverture sur les autres qui t'a permis d'avoir des informations et d'apprendre des autres. Parce que parfois, on a certains réflexes, on va se dire, je viens d'un certain milieu, je fais face à un environnement qui ressemble pas forcément à mon environnement d'origine, donc je vais me mettre à peut-être me replier sur moi-même ou à avoir un entourage uniquement de personnes qui me ressemblent. Et donc je trouvais ça intéressant que tu as pu montrer que finalement, qu'on a besoin de gens qui nous ressemblent pour comprendre nos réalités, pour se soutenir face à certaines problématiques, mais que les autres aussi, ils ont quelque chose à nous apporter et on a aussi quelque chose à leur apporter. Donc je trouvais ça hyper intéressant à mettre en valeur. Et peut-être, du coup, tu as fait 2 ans de classe préparatoire. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite Alors ensuite arrive le moment des écrits. Donc pendant 2 ans on travaille pour préparer des concours écrits. Arrive le moment des écrits et puis ensuite des oraux. Et donc on a les oraux seulement des écoles pour lesquelles on a été sélectionné à l'écrit. Et moi en fait j'ai raté. J'ai complètement raté les concours. Alors après mes professeurs me l'avaient dit. Ils m'avaient dit Maureen, on pense qu'en 2 ans t'auras pas du tout les écoles qui reflètent tes capacités, mais tente quand même. Et donc à ce moment-là, douche froide, j'ai pas du tout les écoles que je voulais. Et en plus, je vois bien en plus que ça fait un moment que je sais que je suis hors classement, hors niveau par rapport aux autres élèves. Mais quand même, le truc que je me dis, c'est que les résultats tombent. Je me dis, ok Maureen, tu vas aller au bout. Tu vas quand même faire ces oraux d'école, même si c'est pas des écoles que tu envisageais. Et tu vas leur parler de ce qui t'anime depuis peu de temps grâce à l'association Article 1, les gens que tu as pu rencontrer et aussi un autre engagement associatif que j'avais pris dans ma ville d'origine qui était Petit Frère des Pauvres pour aller rendre visite à des personnes âgées, créer du lien social, etc. Je commence à comprendre que j'ai envie de travailler dans le social, des choses en lien avec l'environnement. Donc j'entends parler de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Je me dis, ok, je vais voir si ces écoles n'ont pas un master en RSE. Et en fait, déception, je fais les oraux, ça se passe très bien, mais je me rends compte que ils ont pas, c'est très timide encore à ce moment-là au niveau de la RSE. Et de 2, ça coûte, une année d'école coûte plus de 10 000 euros. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Donc, je rebondis, je prends mes équivalences pour aller à la fac. J'arrive parce que la prépa n'est pas un diplôme. En revanche, ça nous donne le droit d'accéder à l'université si on a envie de changer au bout d'1 an, si on n'a pas les concours qu'on veut, si finalement on veut plus faire d'école. Et donc, je me prends mes équivalences et j'arrive en L3 d'économie à la Sorbonne. Et ça se fait sincèrement, ça se fait en même pas une semaine. J'envoie un message à la fac, ok, je veux intégrer la L3, il se faut une commission, paf, je suis acceptée. Et je sais qu'à la rentrée, la prépa c'est derrière moi, c'est fini. Nouveau chapitre, je débarque en L3 d'économie et paradoxalement, c'est un peu bizarre, mais dans les prépas économiques et commerciales ou scientifiques, on a 1 heure d'économie qui est facultative. Donc là, je pars un peu dans l'inconnu, mais je me dis go. Et justement, quelles étaient les différences entre les classes préparatoires et l'université justement? Alors d'abord, moi j'en ai quand même beaucoup voulu à l'environnement de la classe préparatoire, de nous avoir fait croire que les gens à la fac ne travaillent pas, ils sont pas forcément ils travaillent 2 semaines avant les partiels et tout est réglé, que c'est trop simple et que vraiment vous êtes meilleur que ça. En tout cas, c'est le discours qu'on peut entendre dans les prépas dites élitistes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'en fait, je rencontre des personnes très sympathiques qui sont pleines d'ambition, qui ont parfois beaucoup plus de projets, qui ont beaucoup plus de projets que ceux de classe préparatoire, qui ont pu faire des stages ou des petites expériences professionnelles et aussi des échanges universitaires. Donc tout de suite, d'abord, grande différence, je me rends compte que j'ai reçu encore une fois beaucoup de clichés sur un milieu que je connaissais pas et en discutant avec les gens, je me rends compte que c'est pas du tout vrai. Et par contre, effectivement, il y a beaucoup plus d'autonomie. On n'est pas derrière toi, on va pas te dire Maureen, il faut que tu révises, il faut que tu viennes à cet amphithéâtre-là avec un prof qui va parler pendant 3 heures, ou ceux-là tu peux les louper parce que pas forcément. T'es obligé de te faire ta propre opinion. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a quand même du temps libre, mais la licence 3, c'est très exigeant et c'est aussi ce qui va les résultats sur lesquels on va pouvoir être admis en master. Donc généralement, c'est aussi le moment, moi j'ai envie de décompresser à ce moment-là. On m'a dit qu'à la fac on faisait rien, que j'allais faire la fête. En fait, pas du tout. Je rencontre des gens qui me disent ah non, là on doit tout donner pour nos dossiers, qui travaillent beaucoup.
Et donc voilà. Donc et surtout, je trouve qu'on est beaucoup plus expert sur une matière forcément. Là, économie, toutes mes matières tournaient autour de l'économie. C'est exact. C'est intéressant parce que justement, c'est un peu le discours que j'ai parfois, c'est de me dire que finalement l'université, c'est un environnement où si on est autonome, on peut vraiment créer un parcours excellent et pouvoir s'engager associativement, faire des projets, faire des stages, et tout en ayant des compétences vraiment solides, parce que finalement il y a des professeurs extrêmement bons. C'est juste qu'effectivement on est moins cadré, on n'a pas la pression du concours, on n'a pas l'école chaque week-end, mais que finalement c'est plus effectivement, si on n'est pas du tout autonome, on peut se perdre. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu perdus parce que, comme tu le disais, on sera pas derrière toi pour réviser. Mais il y a des élèves qui sont extrêmement ambitieux, qui sont à la fac et qui déjà sont excellents dans leur domaine, mais ont pu s'engager ou créer une entreprise ou voyager. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'opportunités à l'université et que souvent on est dans le cliché de un bon élève, c'est classe préparatoire. T'es pas un très bon élève, c'est l'université, alors que c'est faux. Parfois, peut-être des élèves moins bons scolairement, ils vont plus s'épanouir en classe préparatoire parce que là, ils seront obligés d'avoir un certain cadre, de devoir travailler. Et inversement, j'ai des amis en tête, ils sont allés en classe préparatoire et ça leur correspondait pas, en fait. Ils avaient besoin d'être autonomes, d'avoir plus de liberté. Donc, je trouvais ça intéressant par ton témoignage de voir qu'il fallait pas être dans le cliché, de pas être manichéen en disant il y a les classes préparatoires, c'est l'excellence, l'université, c'est on travaille pas, on fait la fête. En fait, avec du recul, je me dis si je me connaissais mieux à l'époque, mais c'est dur aussi à 16, 17 ans, 18 ans de savoir comment on aime travailler. Moi, c'est ce que je conseille dans mes activités associatives où je donne quelques conseils ou des retours d'expérience aux jeunes. Je leur dis, en fait, finalement, fais ce qui va te correspondre aussi en termes de personnalité, de qui tu es. C'est beaucoup mieux d'être dans un BTS ou un BUT. Ou une classe préparatoire si on aime être encadré, et au contraire privilégier la fac si on aime plutôt l'autonomie ou qu'on se sent effectivement d'approfondir une matière en particulier. Exactement. C'est vraiment de personnaliser les choses. C'est pour ça que j'aime bien dire que la connaissance commence par la connaissance de soi. C'est que pour savoir comment je vais pouvoir avoir une connaissance, c'est bien de voir par rapport à comment je fonctionne, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère même des masters ou des licences où c'est beaucoup de travail de groupe, ou plutôt je suis quelqu'un qui aime bien travailler de mon côté et ensuite le restituer durant un examen. Donc c'est hyper important effectivement de connaître comment on fonctionne, comment on aime apprendre pour choisir la bonne filière. Surtout que c'est Parcoursup qui va ouvrir bientôt, je crois. Oui, bientôt il y a Parcoursup. Donc pareil, maintenant on est obligé, je crois, de mettre forcément un vœu. Il y a un peu un vœu obligatoire dans une fac ou dans un cursus qui est proche de chez nous, etc., pour s'assurer d'avoir quelque chose. Mais il faut vraiment pas se limiter à ça. Moi, je me souviens, j'avais la fac d'Amiens en droit, et finalement, en fait, j'étais en bac S, j'avais jamais fait de droit, mais voilà, je me suis dit non, je pense que le droit, sans avoir vraiment cherché, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être proactif, parce que personne, malheureusement, va venir, faire la place, pas forcément, mais on va plutôt dire, il y a pas toujours quelqu'un qui va venir vous chercher, vous secouer pour vous dire, non, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire? Pas qu'est-ce que tu penses qui va te sauver un peu, et qui va te laisser un peu tranquille, voilà. Mais vraiment, qu'est-ce que toi, vraiment t'as envie de faire? Et pourquoi t'as envie de faire ça? Au contraire, on peut ne pas savoir, mais évitons au maximum de mettre des choses par dépit, Et justement, qu'est-ce qui se passe ensuite après ta licence 3? Alors donc, licence 3, j'arrive en L3 d'économie, donc je découvre un peu l'environnement de la fac, faut un peu tout réapprendre aussi, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai toujours en tête cette envie de travailler soit dans le social ou dans l'environnement. Enfin, du moins, en tout cas, là, on commence aussi à parler un peu d'impact. Il y a les mots un peu impact qui viennent, les choses, avoir un métier avec du sens, etc. Et cette année, en fait, quand je suis en L3, en parallèle, je suis dans parce que à l'époque j'étais donc à l'internat, j'intègre une résidence étudiante grâce à l'association Article 1, où on a un programme qui s'appelle Maison, où on nous propose de monter des projets en échange d'avoir un logement à loyer modéré. Et donc pour moi, en fait, cette année de licence 3, j'apprends autant à l'école que finalement sur le terrain, à la maison, donc avec mes voisins, où on va monter des projets, etc., associatifs. Et c'est trop cool, même en termes d'apprentissage, parce que en fait, on va monter. Au début, on a des grandes ambitions, et finalement, si on arrive à faire rien, ne serait-ce qu'un petit événement où il y a 3 personnes, on est trop content, ou juste à s'entendre avec des gens qui sont pas qui ont pas les mêmes filières que nous. Donc ça, c'était hyper intéressant, et je me dis, ok, c'est sûr.
j'ai envie de travailler, d'avoir un métier qui a du sens. Donc, je vais me renseigner sur les masters en RSE. Et je trouve celui de l'université Paris-Dauphine. Là, pareil, j'avais entendu, oui, c'est trop compliqué. Il faut vraiment avoir des bonnes notes, faut être très très scolaire, etc. Et en fait, là, je me dis, mais je vais tenter. En fait, j'ai rien à perdre. J'avais eu la prépa, c'était au deuxième tour d'APB, donc Parcoursup. Je me dis peut-être que ça peut fonctionner aussi pour Dauphine. Ouais. À côté de ça, je suis prise quand même à l'IAE de Créteil en master RSE. Et finalement, deuxième tour de Dauphine, je suis prise dans le master. Donc voilà, donc je me lance en master. Ce qui était sûr pour moi, après 2 ans de prépa et de la réflexion, du terrain, etc., je me suis dit, j'ai plus l'énergie de passer un concours parallèle pour rejoindre les écoles de commerce. Ouais, ça, c'était fini. Je considérais que j'avais été au bout de mon expérience. J'ai été jusqu'aux oraux. J'ai finalement eu une école. J'ai décidé de pas la choisir. Ouais. Mais je voulais fermer ce chapitre et que ça reste derrière moi. Mais t'as quand même toujours eu cette détermination d'aller voir par toi-même lorsqu'on te disait que c'était pas forcément possible ou que il y avait certains blocages comme ça c'est pour les gens qui ont des bonnes notes ou alors ça c'est comme ça. Enfin t'as toujours eu cet esprit de curiosité qui t'a amené à aller voir par toi-même les choses et à aller te faire ta propre opinion plutôt que d'écouter les on-dit. C'est ça, et c'est surtout aussi parce que au fur et à mesure, je rencontre des personnes qui ont des parcours pas du tout non plus linéaires, qui me parlent. Mais moi, j'ai fait une année de service civique. Mais moi, en fait, j'ai pris du temps. Mais moi, je me suis réorientée. Ah non, mais moi, je suis rentrée en école de commerce en faisant un concours parallèle, etc. Et tout. Et en fait, je me dis, en fait, si ces personnes ont pu réussir, qu'elles ont à peu près le même âge que moi, et que finalement, je me rends compte que malgré nos différences, on a quand même beaucoup de points communs. Je peux tenter aussi en fait. Mais et voilà. Donc c'est comme ça. C'est pas toute seule non plus comme ça. Je pense que c'est vraiment observer, voir que c'est possible et même aussi là à ce moment-là ma mentor à qui j'annonce que finalement je ne vais pas faire les écoles de commerce et à ce moment-là, je me dis mais je vais la décevoir. Elle qui m'accompagne pour que je fasse une école un peu comme elle. Elle avait fait une grande école de commerce française. Et finalement, elle me dit un truc hyper important. Je me souviens, j'étais en L3, j'étais en cours et je reçois un mail de sa part et elle me dit « Maureen, t'as trouvé quelque chose de beaucoup plus important, t'as trouvé ce qui te plaisait dans la vie. Et ça, c'est beaucoup plus important que passer un concours, aller dans une école juste pour aller dans une école. » Elle me dit « T'as trouvé ta voie. » Donc, trop bien en fait si tu décides de t'orienter dans un master et c'est parfait en fait. Ah, c'est hyper inspirant. Ouais. Elle est trop cool. Et du coup, ça t'amène à quel débouché professionnellement? Alors, professionnellement, donc il faut savoir qu'entre ma L3 et mon M1, je fais quand même un stage. Okay. Un stage de 3 mois dans un centre d'hébergement provisoire pour personnes réfugiées. Et donc, je fais un peu je suis un peu travailleuse sociale. Ça me plaît beaucoup, etc. Et j'encourage aussi tout le monde, si c'est possible, quand on est à la fac, sans se mettre la pression, mais c'est vrai que c'est bien un peu de se démarquer pour montrer vraiment ce qui nous intéresse. Moi, je savais qu'à ce moment-là, c'est le lien social qui m'intéresse. Je fais un stage en rapport, un stage qui est facultatif, mais je le fais quand même. Donc, je fais ça. Et ensuite, en master, je fais aussi une année de césure entre mon M1 et mon M2, donc de RSE, où je vais travailler sur des projets à impact, etc. Et mon stage de fin d'études, je le fais au ministère de la Transition écologique sur une mission d'égalité femmes-hommes. Donc ce stage, pour moi, il est parfait parce que il y a le côté environnement, puisque c'est le ministère de la Transition écologique, et le côté lien social humain, parce que c'est l'égalité femmes-hommes. C'est un stage qui est incroyable, qui se passe trop bien. Et à la fin, je me dis, je crois que je veux travailler dans le public. Et là, je commence à regarder, faut avoir passé des concours pour aller dans encore le public, les concours, etc. Et là, je me dis, oh non, bon. Et là, je vois qu'on peut quand même aussi être contractuel, donc c'est-à-dire juste postuler et être pris, mais sans avoir un CDI à vie. Et je cherche, mais en fait, pas de réponse, très peu de place. Et du coup, je me dis, en vrai, je peux faire du conseil en RSE. Donc, c'est-à-dire aider les organisations qui ont besoin de mettre en place des démarches RSE chez elles, grâce à un cabinet de conseil. Et donc je postule, pareil, des process assez intenses et en plusieurs tours, notamment pour aller dans des cabinets de conseil. Et c'est là que la prépa m'a bien servi,
parce que fallait savoir parler de soi, se démarquer, etc. Et aussi être habitué à résoudre des cas, etc. Et donc j'atterris chez Wavestone, qui est un cabinet de conseil français, et dans leur équipe de secteur public. Okay. Et donc franchement, j'ai des bons souvenirs dans cette boîte. C'est juste qu'au bout d'un moment, au bout de 3 mois, je me dis en fait j'ai travaillé, j'ai fait un master pour avoir le choix, et finalement je me retrouve à faire quelque chose qui me correspond vraiment pas, toute la journée derrière mon ordinateur, où je travaille sur des sujets de cybersécurité, alors que j'ai fait un master en management, environnement, social, etc. Mais juste on me fait comprendre que malheureusement je choisis pas vraiment la mission sur laquelle je vais travailler. Voilà, parce que c'est comme ça, en fait, c'est l'offre et la demande, on travaille sur les besoins et tout. Les clients, quand même. Voilà. Et ensuite, finalement, un jour, je vais à un pot de départ d'un ancien collègue. Okay. Je lui dis, je suis chez Wavestone, ça se passe bien, je pense faire 1 an ou 2 et après retourner dans le social ou dans le public. Et 2 semaines après, il m'appelle il m'envoie un message en me disant, écoute Maureen, j'ai entendu parler d'une opportunité à la direction générale du Trésor sur des sujets d'innovation où il est question de mettre en place des projets pour les agents du ministère. Est-ce que ça t'intéresse? Je peux t'aider à passer ton CV, en fait. Et donc j'ai dit oui. Et je passe les entretiens. Ça se passe hyper bien. Tout de suite, je sais que je vais bien me projeter là-bas. Et donc je romps ma période d'essai chez Wavestone et je pars au ministère. Incroyable. Donc quand même le hasard, enfin pas du hasard, mais les rencontres. Le réseau. Les rencontres, le réseau, du coup, qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, comment on construit son réseau? Comment on construit son réseau? Je pense que ça passe beaucoup donc dans les cercles qu'on fréquente. Ouais. En fait, moi je suis et c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, c'est que j'aime pas aller parler à des gens pour leur demander des choses. Et mais en fait, un jour j'ai entendu aussi des femmes hautes fonctionnaires dire ça et ça m'a beaucoup inspirée. C'est pas un gros mot de faire du réseau. C'est pas un gros mot de dire toi je t'ai rencontré à telle soirée chez des amis et en fait ton parcours il m'intéresse. Ou quand je te vois et que tu me parles de ça, je me dis qu'on pourrait faire des projets en commun. Et c'est pas un gros mot, en fait, il faut juste l'assumer. Et effectivement, après, garder contact, Messenger, LinkedIn, WhatsApp, ce qu'on veut. Et finalement, si on est assez sincère dans sa démarche, les gens le sentent. Et je pense que Pierre le voit aussi quand tu sollicites du monde. Je pense que les gens répondent assez naturellement oui et facilement oui, parce qu'en fait, on sent la sincérité dans la démarche. Et je pense que voilà, le réseau c'est une relation gagnante-gagnante et c'est pas grave, on n'est pas obligé de prendre le contact de quelqu'un pour lui demander tout de suite quelque chose et on n'est pas obligé de donner quelque chose tout de suite en échange à la personne qu'on a sollicité. Pas du tout. Donc je dirais juste faut pas se forcer. Enfin, il faut quand même un peu se forcer, c'est-à-dire aller à des événements auxquels on est invité, même si on préférerait être sous la couette et regarder des films. Je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort, mais laisser faire les choses, laisser les faire les choses assez naturellement. Ne pas se forcer à prendre le contact de tel RH parce que c'est le RH de telle boîte et du coup il va m'aider. Si déjà il y a un feeling que vous sentez pas, juste à une discussion comme ça informelle, qui dit qu'en entretien d'embauche ça le fera, donc je dirais essayer de naturellement créer les liens voilà, où le feeling se fait. Non, franchement, c'est riche, hein. Il y a beaucoup de choses à résumer, mais je dirais que franchement, c'est hyper inspirant. Et je pense que si je récapitule un peu, ce que je vois, c'est que tu as été très proactive. C'est-à-dire que, en fait, les opportunités vont pas forcément venir à vous si vous vous contentez du minimum. C'est-à-dire, j'ai retenu qu'en master ou en licence, c'était pas forcément obligatoire de faire un stage, mais tu l'as fait. Donc vraiment, le côté, premièrement, il faut tester pour se découvrir, pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais aussi, finalement, ça nous crée de l'expérience. Et cette expérience, ça nous permet de nous démarquer. Parce que certes, le diplôme, c'est important. Mais l'expérience, montrer que quelqu'un qui va dire, je travaille dans la RSE et j'ai fait des stages en RSE, ça montre qu'effectivement, il y a un certain intérêt. Tandis que quelqu'un qui dit juste, j'ai fait un master de RSE, malheureusement, il y a beaucoup de candidats qui sont dans le même cas. Et l'autre chose avec le réseau, c'est que c'est une relation humaine avant tout. Donc, ça veut dire, certes, si quelqu'un est inspirant par son parcours, par ses compétences, on peut l'approcher. Mais effectivement, je pense qu'il faut pas forcer les choses. Parce que moi, j'ai des expériences où quelqu'un d'hyper important, on veut l'approcher forcément. Mais on se rend compte qu'il y a pas de feeling, en fait. Ça colle pas, en fait. Naturel. Ça colle pas et du coup, on se dit, ça sert à rien de forcer parce que comme tu le disais, même si tu donnes une carte de visite, peut-être qu'il va même pas te répondre à ton mail ou à ton appel. Donc c'est vrai qu'il y a ça.
Et surtout que, comme tu le disais, parfois c'est peut-être, je sais pas, un salarié d'une entreprise qui va te parler d'une opportunité, qui va peut-être t'aider à rentrer dans l'entreprise. Donc, faut pas forcément viser le PDG ou la PDG ou le RH, mais plutôt tout simplement sortir de sa zone de confort, étendre son réseau dans différents domaines et avec des relations humaines, bah ça peut déboucher sur des opportunités, sur des amitiés ou autres. C'est ça, et se construire un cocon en fait. Ouais. Enfin, moi, sincèrement, dans mon entourage, je m'entoure que de personnes que je trouve bienveillantes. Ouais. Enfin, voilà, bienveillantes. Tout simplement gentilles et humaines, et ça pour moi c'est hyper important. Et après forcément tout de suite on se donne beaucoup entre nous, on s'aide, enfin je veux dire là je suis diplômée que depuis 1 an, donc forcément moi tous les gens qui ont besoin de rentrer dans des cabinets de conseil, si je peux modestement leur expliquer comment ça peut se passer, les mettre en relation avec telle personne qui est encore là-bas. Mais un jour j'ai été à un événement, j'ai croisé telle personne dans le train, j'ai rencontré une autre. Enfin, voilà, ça peut se faire comme ça. Et au pire, ça marche pas. Au pire, mais c'est pas grave, on a tenté. Il faut tenter. Et effectivement, quand je vais voir cet ancien collègue et que je lui dis, je pense que d'ici 1 an ou 2, j'essaierai de me réorienter dans le public ou dans l'associatif. Ouais. Je ne lui dis pas, trouve-moi un stage, trouve-moi une opportunité, etc. Mais juste lui, en fait, il a repensé parce qu'on a eu une discussion sincère, honnête et il y a repensé et il m'a proposé l'opportunité. Et justement, dans ton parcours, il y a beaucoup la question de l'engagement. Donc, comment finalement tu t'es engagé et pourquoi ? L'engagement, oui, c'est vrai. En fait, quand j'arrive à Paris et que je me retrouve face à plein de difficultés au niveau scolaire, social, etc., et que je suis un peu aidée par l'association Article 1, qui va me donner des choses sans contrepartie. C'est-à-dire un accès à la culture, des sorties culturelles, me mettre en relation avec des gens qui ont les mêmes ambitions que moi ou qui me ressemblent, et tout de suite je me sens redevable en fait. Et je me dis, mais c'est trop dommage que moi j'ai pu bénéficier de ça et que ça soit pas plus large. Donc tout de suite ça passe comme ça l'engagement. C'est aussi pour redonner ce qu'on a eu, je pense, et créer du lien et des ponts là où, entre les choses qu'on juge importantes. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel, le fait de t'engager en termes peut-être de compétences et même humainement ? Je dirais, c'est modestement, c'est l'intelligence humaine, émotionnelle, l'intelligence qu'on dit émotionnelle, c'est-à-dire que c'est avoir de l'empathie pour l'autre, essayer toujours de se mettre à la place de l'autre. Et aussi, je pense que l'actualité, elle est souvent très très anxiogène. Les médias font aussi beaucoup de raccourcis et justement de s'engager, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Ça permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays, etc. De comprendre la souffrance des autres, des uns, mais aussi les choses que les politiques publiques aussi défendent. Ça permet en fait de nuancer son propos. Moi, ça m'apporte ça aussi, l'engagement. Franchement, ça apporte aussi beaucoup d'amour et de confiance en soi, je dirais. Des belles rencontres. Et finalement, si c'est pour avoir une vie... je pense que la vie, elle n'est pas heureuse si on n'essaye pas de changer ce qui nous convient pas autour de nous. Voilà. C'est une belle phrase. Ouais. Et si tu avais un conseil justement à donner aux jeunes un jeune qui veut s'engager, comment il pourrait faire, par exemple un jeune étudiant qui veut s'engager mais qui connaît pas trop ce milieu, qu'est-ce qu'il pourrait faire, où est-ce qu'il pourrait aller, qu'est-ce que tu conseillerais finalement? Là, je pense donc oui, parce qu'effectivement tout le monde ne vient pas forcément nous parler un beau jour d'une association, etc. Dans les universités, à la fac, dans les écoles, il y a beaucoup d'associations qui sont créées. Et moi, je me souviens que en licence 3 d'économie, j'ai rejoint un bureau l'association s'appelait Enactus. Et donc, tout simplement, j'ai rejoint une association de mon lycée. Ça, ça se fait comme de mon université. Ça se fait comme ça. Je pense regarder en fait les associations qui sont présentes dans les universités, dans votre filière, s'il y en a, ou alors si on sait qu'une cause nous est chère. Comme moi, par exemple, je savais que l'isolement des personnes âgées, ça me tenait à cœur parce que quand j'étais en prépa, je voyais beaucoup moins ma mamie. Et en plus, elle était en zone rurale. Donc, je me dis, mais comment faire, en fait, si elle sort devant chez elle, il n'y a pas de banc sur lequel elle peut s'asseoir et voir du monde. Du coup, c'est comme ça, j'ai cherché sur Internet. Et comme ça que j'ai trouvé l'association
petits frères des pauvres qui permettaient de rendre visite à des personnes âgées. Donc, 2 choses. Soit vous avez une cause qui vous touche de par votre histoire familiale, qui vous êtes, ou vos centres d'intérêt, même le football ou autre, enfin, je veux dire le sport. Et c'est comme ça, après, vous cherchez à rentrer dedans. Soit vous n'avez pas forcément trop d'idées. Alors, dans ces cas-là, regardez l'offre de l'université. Très bien. Et justement, tu parlais d'égalité des chances et aussi de la différence entre milieu rural et banlieue. Qu'est-ce que tu verrais en termes de différence d'enjeux entre l'égalité des chances finalement en milieu rural et finalement celle qui est la plus mise en avant en tout cas, c'est la différence entre les jeunes qui viennent parfois de banlieue parisienne ou lyonnaise. Donc quelles seraient les différences d'enjeux dans ces 2 cas? Alors il y a beaucoup de points communs, mais c'est vrai, les différences, la première, moi je pense que c'est les perspectives en fait. Nous on ne voit pas, enfin nous quand on vient de la campagne, on voit pas en fait ce qui se passe. On a l'impression de toujours avoir un train de retard en termes de ce qui se passe, même en offre culturelle, etc. On peut pas, en offre sportive aussi, on peut pas tout faire. Il y a tout faire comme on veut parce qu'en fait il y a pas de bus pour nous emmener. Donc moi je dirais c'est le côté en fait opportunité qu'on a beaucoup moins, j'ai l'impression, qu'en banlieue. Mais là je nuance totalement mon propos parce que je trouve aujourd'hui, moi il y a des choses, je suis même engagée dans des associations qui font des choses formidables pour les jeunes de banlieue. Et en fait c'est vrai, on vient les chercher, on vient leur en parler, etc. En fait il y a ce tissu associatif qui est hyper présent, qu'on n'a pas forcément dans le milieu rural. Dans le milieu rural, t'as la maison de quartier, et si t'as pas envie d'aller à la MJC parce que y a déjà une bande de jeunes qui sont pas tes amis au lycée ou au collège, en fait t'y vas pas et tu passes à côté de la seule sortie au parc d'attractions, la seule visite du musée, etc. Donc moi je dirais c'est en termes d'opportunités. On a beaucoup moins d'opportunités, même si après l'autocensure en banlieue est énorme et je sais qu'il y a plein de jeunes qui se disent mais c'est pas pour nous en fait. De quoi ils nous parlent. Et justement face à ce syndrome de l'autocensure et du syndrome de l'imposteur, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui pour faire face à ces difficultés-là, comment sortir de l'autocensure et du syndrome de l'imposteur? C'est pas facile comme question parce que moi je l'ai toujours quand je suis au travail et que je me retrouve avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui imposent, qui ont de la prestance, etc. Je me sens pas légitime en fait. Souvent je me suis dit mais à quel moment les gens, mes collègues vont se rendre compte que j'aurais pas dû être là. C'est vraiment ça, je me dis mais un jour ils vont se rendre compte que je suis une erreur de casting en fait. Donc c'est assez compliqué, mais moi ce qui me fait beaucoup de bien, c'est comme je disais, c'est de m'entourer de gens qui sont très bienveillants. Et du coup, en fait, c'est finalement quand 3-4 personnes t'ont dit mais t'es quelqu'un de génial, tu commences à l'intégrer. Et aussi, parfois par la preuve, ça permet de légitimer tout ce qu'on fait. C'est-à-dire se poser et se dire attends mais quand même, j'ai validé 2 ans de classe préparatoire, j'ai fait ma licence 3 déco, j'ai quand même réussi à faire des stages. Aujourd'hui, je travaille au ministère. Le secteur public, c'est le plus grand employeur de France. Enfin, donc c'est des choses en fait, c'est des faits et qui permettent de légitimer qui on est. En janvier dernier, c'était à peu près à la même période quand je vais chercher mon diplôme d'université. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra pas m'enlever en fait. Il y a écrit mon nom dessus, écrit Maureen van der Voorde a eu son master 2 à l'université, Paris-Dauphine, PSL, etc. Donc, finalement, c'est quand on se rend compte qu'on a réussi des choses, qu'on se dit, ok, ça c'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever. Donc voilà, je dirais à la fois par les choses là où on est, finalement, les choses qu'on a accomplies, même au niveau associatif, et les encouragements et se répéter des phrases et se dire punaise, mais il y a des gens peut-être qui font 1000 fois moins que d'autres personnes que je connais, notamment des filles, et finalement qui ont aucun mal à se mettre en avant. Donc juste prenons notre place en fait. Genre prenons notre place. C'est grave puissant, surtout que ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu comme la peur, c'est-à-dire que souvent on pense qu'il faut agir quand la peur disparaît, alors qu'en fait il faut apprendre à cohabiter avec elle. Et que c'est qu'effectivement, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un combat continu. Moi-même, je l'ai encore. Oui. C'est plus se dire, ok, j'ai conscience que j'ai le syndrome de l'imposteur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et justement, dans ce que tu dis, c'est, ok, je sais que j'ai ce syndrome en moi. Comment je peux le contrecarrer? C'est effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est,
quelle expérience j'ai eue, comment une bouteille d'eau, en fait, je vais venir remplir ma confiance en moi-même par mes expériences. Alors j'ai fait ça, j'ai développé telle compétence, j'ai eu telle remarque des autres, j'ai fait telle action, donc ça légitime le fait que je suis compétent sur tel aspect, et donc ça permet de contrebalancer un peu cette peur ou ce syndrome de l'imposteur. Et je voulais rebondir sur un point par rapport à justement aux enjeux d'égalité des chances. C'est est-ce que tu penses pas aussi que le problème en milieu rural, c'est que les personnes qui entre guillemets ont pu découvrir les opportunités en Île-de-France, parfois elles restent en Île-de-France, donc c'est plus compliqué de créer un tissu associatif pérenne à distance que par exemple si je prends Campus, GetUp qui finalement c'est des gens qui sont encore dans la région, donc c'est plus simple peut-être de faire des activités de manière régulière. J'en suis la preuve en fait. Enfin, c'est-à-dire que là aujourd'hui j'habite à Paris et je sais pas si à court terme je vais retourner dans ma région. Et pourtant je me désole de voir que les jeunes n'ont pas les mêmes opportunités que ceux que je vais aider dans l'association notamment Campus. Mais d'un autre côté, en fait, on a envie que ça change. Mais d'un autre côté, pendant longtemps aussi, syndrome de l'imposteur, je me dis, mais est-ce que je vais vraiment revenir et dire, attendez, moi j'ai été à Paris, je sais comment ça se passe, je vais vous expliquer ce qui serait bien pour la ville, pour la jeunesse, etc. Déjà, qui va m'écouter? Est-ce que je suis légitime? Et donc, il y a en fait cette espèce d'entre-deux où il faut cohabiter avec le fait d'être parti, mais d'être quand même là, d'avoir cet attachement. Et donc je pense que ce que tu soulèves c'est un vrai point, c'est que il n'y a pas beaucoup de tissu associatif parce que les premiers concernés, les gens qui ont vécu les choses, finalement ça demande beaucoup de revenir parce que justement il y a tout à construire, je pense, enfin beaucoup de choses à construire. Et donc c'est pour ça on n'a pas forcément le courage. Et puis il y a ce truc un peu quand on vient à peine de s'en sortir entre guillemets, on a envie aussi de goûter au plaisir de la vie, de sortir, de faire des voyages, de souffler un peu et juste d'avoir une existence d'un salarié un peu classique et mais sans toutefois abandonner l'idée de revenir pour changer les choses. Mais c'est quelque chose qui demande qui demande beaucoup de courage et de temps, et c'est aujourd'hui peut-être quelque chose que j'ai pas encore, mais j'y pense beaucoup. À comment avoir un impact dans ma ville d'origine, ma région d'origine, outre que le fait de témoigner dans des lycées, mais ce qui est déjà très bien, mais aller plus loin. Et aussi, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que tu parles beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, je préfère parler d'égalité d'opportunités que d'égalité des chances, dans le sens où si je prends l'éducation, parfois on va aider les jeunes de banlieue, de milieu rural à avoir un certain niveau scolaire, de lecture, au niveau de lecture, mathématiques. Mais comme tu l'expliques, en termes de transport, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes opportunités. En termes d'emploi aussi, parce que ce soit les milieux ruraux ou même les DROM, en fait, parfois, même si j'ai, je sais pas, un master, en termes d'opportunités professionnelles, malheureusement, dans un pays très centralisé, ce sera que les grandes villes. Donc c'est vrai que au-delà de cette question de chance, il y a aussi les opportunités qu'on crée dans l'environnement des jeunes. C'est-à-dire que si j'habite dans la Creuse, pour être très cliché, du coup j'ai pas les mêmes opportunités qu'un enfant qui vit à Paris ou même en banlieue parisienne. Donc c'est vrai que même quand on donne les outils aux jeunes, toi qui est très engagé, en termes d'opportunités, on va pas demander la même chose. Quelqu'un qui vit dans un endroit où il y a pas de classe préparatoire, s'il va aller plus loin, peut-être qu'il est obligé de se déplacer. Donc il y a un déchirement familial. Donc c'est vrai que moi clairement je l'assume, c'est que quand j'étais très jeune, pour moi égalité des chances c'est banlieue, les aider à faire des études, etc. Et c'est quand j'ai rencontré d'autres gens via article 1 et même le CPS, ils disaient mais moi je dois prendre le TGV, des fois je dois avoir mes parents que à Noël ou devant vraiment les vacances longues parce qu'ils peuvent pas faire d'aller-retour comme nous, on prend le RER et c'est réglé. Donc c'est vrai que là je me dis certes il y a des difficultés en banlieue, mais c'est vrai que c'est des fois je me disais c'est incroyable aussi le courage que ça demande de quitter sa famille, découvrir un nouvel environnement, faire face à la pression scolaire, et que c'est vrai que moi la chance que j'avais c'était que à 1h30 de l'école, j'avais ma famille qui pouvait me soutenir en cas de coup de moins bien quoi. C'est ça, mais tu vois c'est justement le genre d'échange qu'on a là en ce moment qui permet aussi de faire la paix avec justement la réalité qu'on a vécue, parce qu'il y a ce truc de se dire on n'est pas en concurrence, ou c'est pas à celui qui a le plus eu de mal, etc. Enfin, l'idée c'est de se dire en fait les difficultés que j'ai eues sont légitimes, les difficultés que toi t'as eues sont légitimes. Et il y a des questions aussi d'intersectionnalité, c'est-à-dire que milieu rural mais en plus une femme, toi banlieusard mais en plus avec des origines.
Donc forcément, il y a ce truc aussi qui rend le truc plus compliqué. Et du coup, ça me permet aussi de savoir que oui, j'ai eu des difficultés, mais j'ai quand même aussi eu pas mal de chance de par qui je représente aussi. Donc faut en être conscient et voilà. Hyper intéressant. Et je sais pas si Luc, tu voulais poser une question. Non, moi je pense que Donc, il y a un échange très riche qui a été et beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Moi, j'ai plein de questions en tête, c'est pour ça que je posais la question. En fait, là, on a encore 14 minutes. Ah environ. oui, d'accord. Ok. Là, c'est vraiment une discussion. Ouais, hein. ok. Donc, en fait, dans l'engagement associatif, j'ai remarqué que c'est quelque chose que j'ai aperçu, c'est que parfois les hommes ont plus de facilité à se mettre en avant ou à être présents dans une association, et que parfois les femmes vont être plus en retrait. Donc, je veux savoir, toi, ton avis sur le sujet. Et aussi, deuxième question, si c'est une femme qui veut justement peut-être créer son association ou qui sent qu'elle fait face d'autocensure justement dans un milieu masculin, quel conseil tu pourrais lui donner justement? Peut-être que c'est vrai effectivement que les hommes ont dans le milieu associatif arrivent plus facilement à se mettre en avant parce que peut-être il y a moins d'autocensure et aussi les qualités qu'on a longtemps mises en avant pour diriger, pour manager, etc. C'était des qualités autour du leadership, de savoir parler, de montrer qu'on est là, etc. Du coup, automatiquement, peut-être que les femmes se disaient, moi, comme je suis plus, je sais pas, j'ai plus de mal à me mettre en avant, etc. J'ai moins d'autorité et tout. Instinctivement, se mettaient en retrait. Donc moi, je pense que effectivement, si aujourd'hui il y a plus de dirigeants associatifs hommes que femmes ou même dans les entreprises, en fait, plus hommes que femmes et tout, c'est que les qualités supposées pour être un bon manager ou un bon leader ont été des qualités qui ont été attribuées pendant longtemps aux hommes et pas aux femmes. Et au contraire, dès qu'il y avait une femme qui parlait, qui prenait sa place et tout, on disait waouh, incroyable. Cette femme fait des choses super. Et donc la chose que je donnerais, moi je dirais, c'est que si on se sent pas de prendre la parole, de justement faire ce combat-là pour se mettre en avant en tant que femme, c'est de simplement de s'entourer de plusieurs femmes en fait, ou d'hommes ou d'autres. Et il y a pas de juste encore une fois, moi je pense que c'est s'entourer des personnes humaines, qui vont te connaître et qui vont savoir comment tu travailles et qui vont t'aider à te mettre en avant. Moi, il y a beaucoup de gens aussi qui, quand on n'arrive pas à s'auto-complimenter ou se lancer des fleurs, c'est des gens aussi qui peuvent le faire pour nous. En disant, mais arrête, c'est super de travailler avec elle parce qu'elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, c'est aussi trouver son bon binôme ou ces bonnes relations de travail qui vont réussir à te valoriser et te mettre en avant. Et voilà, parce que je crois pas du tout en les choses qui disent... non, mais il y a de la place, faut juste y aller, les gens viennent pas. Non, ça demande c'est plus compliqué que ça en fait. Il suffit pas d'avoir la place, il faut aussi avoir plein d'autres éléments pour aller faire les choses, se mettre en avant, parler de soi, oser faire des posts LinkedIn aussi, parce qu'on parle du réseau et tout. Ça me brancherait de savoir combien de femmes, ça m'arrive très très souvent, copines qui me disent ah non, faudrait que je parle du fait que j'ai été diplômée, mais j'ose pas. Mais en fait, j'ai quand même réussi à faire rapporter tant de choses à l'entreprise, mais non, je vais pas mettre de. Qui va lire mon post LinkedIn, on s'en fout. Et pourquoi je ferais de l'autopromotion de moi, etc. Ouais, mais en fait, c'est important de se visibiliser. Quand même. Et c'est un truc avec lequel j'essaye de gérer moi aussi, mais. Voilà, c'est un travail. Voilà. Donc, outrepasser ces différences en s'entourant de personnes bienveillantes qui peuvent nous complimenter et nous faire connaître notre propre valeur et également se mettre en avant au travers soit des réseaux sociaux ou alors même dans la vie de tous les jours et aller chercher l'expérience professionnelle. Et pas prendre personnellement les choses. C'est pas parce qu'un manager ou un professeur ou quelqu'un de l'associatif n'est pas content de vous que vous n'êtes pas une bonne personne. En fait, vous êtes peut-être juste pas au bon endroit, dans le sens avec les personnes qui vous correspondent ou dans le projet qui vous correspondent. Et c'est pas grave. Et c'est important d'apprendre aussi que c'est pas non plus le monde des bisounours, la vie. Donc voilà. Il nous reste environ 2 minutes. Donc j'ai une dernière question. Beaucoup de gens souhaitent devenir des mentors, mais finalement on se rend compte que
il y a des règles, ou en tout cas des conseils qu'il faudrait appliquer. Donc peut-être, est-ce que tu aurais 3-4 conseils pour une personne qui souhaite devenir mentor? Comment justement mentorer un jeune? Comment mentorer un jeune? D'abord, c'est lui laisser l'espace pour parler et l'amener sur les sujets dont lui, il a envie de parler. Ouais. Ça, c'est hyper important. Sortir aussi, je pense, un peu du rôle de grande sœur ou grande frère qui voudrait qu'on calquer en fait son parcours sur les jeunes. Donc, c'est vraiment le laisser s'exprimer. Et avoir aussi la curiosité d'aller chercher avec lui donc les informations sur telle ou telle thématique si jamais on a l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas en fait. Ça c'est important. Et je dirais également l'inspirer quand même. Ouais. Donc c'est le bon degré entre je t'inspire, je te montre que j'ai réussi à faire des choses alors que tout n'était pas tracé. Ouais. Mais d'un autre côté, si je te montre mon exemple, c'est pour que toi tu te l'appropries, tu prennes ce que tu as envie et certainement pas que tu intègres les frustrations que j'ai eues, que tu partages tous les combats de vie que j'ai. Donc voilà, mais c'est hyper important. Parfois on s'en rend pas forcément compte, on se dit mais qu'est-ce que je vais lui apporter, qu'est-ce que je vais lui dire? Non, juste ce qu'on représente. Et tu vois, d'avoir un jeune qui se dit ok, dans mon entourage, je sais que j'ai telle personne qui fait ça. Peut-être que ça pourra m'aider un jour. Ou elle m'a dit que c'était possible, en fait. Donc, être aussi dans c'est beaucoup une relation quand même aussi un peu coach, en disant, let's go, bonne humeur, ça va aller, ça va bien se passer. Et inversement, quand on est jeune, comment trouver un mentor? Quand on est jeune, comment trouver un mentor? Il y a plein d'associations aujourd'hui qui le permettent. On n'est pas obligé aussi de mettre un mot sur le mentor, hein. Ou une personne tout simplement qui nous inspire. Voilà, c'est ça, et sans forcément lui dire tu veux être mon mentor, c'est lui dire tu m'inspires, est-ce qu'on pourrait échanger plus souvent? Donc ça c'est important. Et aussi je sais que dans les entreprises, moi-même là au travail, j'ai eu un mentor. Quelqu'un qui travaillait à la douane et qui m'a parlé en fait de l'organisation de l'administration, etc. On peut aussi avoir un mentor, une relation mentorale toute sa vie. Ça s'arrête pas que quand on est collégien, lycéen ou en études. Après aussi, c'est possible. Donc, sincèrement, si on se renseigne un peu sur l'organisation ou l'environnement dans lequel on est, on peut trouver. Et pareil, il y a beaucoup d'assauts sur le sujet. Des relations mentorales. Et on a le droit de dire, ok, ça me convient pas. C'est pas grave. Et surtout, très important, on ne dérange jamais son mentor, même s'il répond pas tout de suite. On le dérange pas, en fait. S'il a décidé de faire ça, c'est pas juste pour une ligne sur son CV, c'est parce qu'il est quand même intéressé. Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils et pour votre présence. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était l'émission On me parle pas d'âge. Donc, l'ambition comme boussole, la réussite comme destination.